Donc, se propose de faire notre deuxième soirée de débat, rencontre, formation. La première a porté sur la situation des États-Unis avec une camarade journaliste. Ce soir, nous proposons donc de faire donc un temps de formation et d'échange sur les questions de l'assurance chômeur et de la situation effectivement des chômeurs dans notre pays, avec donc 3 personnes qui interviendront tour à tour. Corinne Cierget, qui est militante de l'APES et militante sur Ivry du parti. Philippe Vilchalan, qui lui aussi est militant de l'APES et qui est habitant ivrien. Et Pierre Garnaudier, qui lui est militant de la CGT et qui n'est pas ivrien, on a le droit, hein. On n'est pas forcément obligé d'être ivrien pour participer à la rencontre de ce soir. Et je sais que notamment il y aura des amis d'autres villes que de la nôtre. Donc, la question qui est posée, c'est effectivement l'assurance chômage, sa réforme et est-ce que c'est inéluctable? Quelles sont les contraintes que cette assurance chômage font aux gens chômeurs, aux précaires, etc., etc. Donc, je crois qu'on commence par Corinne Cierget, qui donc va introduire la rencontre et ensuite on passera la parole à Philippe. À toi, Corinne. Ouais, bonjour, bonsoir tout le monde. Donc déjà, merci à la section d'Ivry pour cette invitation. Excuse-moi, le temps que ça soit relayé. Pardon. Vas-y. Vous me dites quand je peux y aller. C'est parti. C'est bon ou pas? Désolée, mais pour pas que tu parles. Moi, je vois pas Corinne, je vois ma grosse gueule à moi seulement. Il faut que tu sweep, il faut que tu passes l'écran de l'autre côté. Tu glisses l'écran de droite à gauche. Comment ça va? Nico, si tu peux nous dire quand c'est bon, c'est top. Et Corinne, ça serait bien qu'on la voit. Enfin, que je la vois, mais bon, je vais essayer. Non, mais on la voit, Corinne. Hein. Y a pas de causer, ouais. Ça y est, c'est parti. Vas-y, Corinne, on t'écoute. Ouais, alors moi, ça a coupé 2 minutes. Bonsoir, on m'entend? Oui. Oui. Oui, alors, donc déjà, je voudrais remercier la section d'Ivry pour cette invitation et de consacrer toute une soirée uniquement sur la question de l'assurance chômage et bien évidemment du chômage et des chômeurs, qui souvent cette problématique est englobée dans d'autres thèmes. Avant la question des chiffres, qui est tant humaine que politique, avant les causes, les effets, très brièvement, quelques repères dans l'histoire, car le chômage ne date pas d'hier. Déjà, le chômage existait au Moyen-Âge, mais explose avec le crash de 1929. Les bourses s'effondrent, le chômage explose, touchant des dizaines de millions de personnes. Aux États-Unis, il atteint 1/4 de la population. En Allemagne, c'est près des 3/4. Il y aura la Seconde Guerre mondiale qui va faire marcher l'industrie. Après la guerre et pendant de longues années, le taux de croissance va être à plus de 5%. En 1958 est créé l'UNEDIC, donc l'assurance chômage. Il existait auparavant des caisses de secours mutuelles, mises en place parfois par certaines corporations. Historiquement, l'assurance chômage aurait dû être une des branches de la sécurité sociale, comme la vieillesse, la maladie, la retraite ou les allocations familiales. Il s'agissait bien en effet, dans l'esprit des fondateurs de 1945, d'assurer une sécurité sociale. Je t'entends plus, Corinne. Corinne. D'assurer une sécurité sociale, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouvait, dans le cadre d'un régime financé par un prélèvement sur la richesse produite à travers les cotisations, un système qui assure des droits et rompt avec toutes les pratiques d'assistance ou de charité, un système géré par les représentants des travailleurs à travers les confédérations syndicales. En 1945, le chômage n'est pas une question d'actualité, il faut reconstruire et la branche chômage n'est pas mise en place. En 1958, le nombre de chômeurs est stable, il est de l'ordre de 100 000.
L'UNEDIC, donc l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, a été créée à la demande des syndicats. Elle est depuis lors gérée par les partenaires sociaux sans les associations de chômeurs, avec une alternance de présidence syndicale et patronale. Elle vise essentiellement l'indemnisation des salariés qui ont perdu leur emploi. Les ACDIC, donc l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, sont nées. Elles sont chargées de verser l'allocation chômage et centralisent les démarches administratives. C'est qu'en 1967 qu'on verra la création de la NPE, donc l'Agence revenu. Donc en 67, création de la NPE, Agence nationale pour l'emploi. En France, on compte alors 430 000 demandeurs d'emploi, soit 2% de la population active. Aujourd'hui, on est aux alentours de 10%. Son rôle est essentiellement de centraliser les offres et les demandes d'emploi. Une date importante, celle de 1979, où le grignotage des droits des chômeurs rentre en action. Les patrons, avec l'aide du gouvernement, font passer Ça coupe. Voilà, on Je a t'entends repris la plus, ma coco. connexion. Corinne, C'est bon, je suis revenue. Donc, une date importante, celle de 79, où le grignotage des droits des chômeurs rentre en action. Les patrons, avec l'aide du gouvernement, font passer alors dans l'opinion publique l'idée que les chômeurs sont trop payés pour avoir envie de retourner vers l'emploi. Ils baissent le montant de l'allocation chômage à 70% du salaire brut. Jusqu'à là, un salarié licencié économique bénéficiait de 90% de son salaire antérieur. À partir de là, la machine à broyer les chômeurs est en route et rien ne l'arrête, ou presque. En 84, plus de 2 millions de chômeurs. Là, il crée l'allocation de solidarité spécifique, donc l'État se substitue à l'assurance. En 92, nouvelle baisse d'allocation, les partenaires sociaux signent donc, j'ai vu que ça a coupé, donc je reprends. En 92, nouvelle baisse de l'allocation, les partenaires sociaux signataires instaurent l'allocation unique dégressive, dont le montant est porté à 57,4% du salaire antérieur brut et qui décroît de 17% tous les 6 mois. Elle sera retirée une dizaine d'années plus tard pour réapparaître dans la nouvelle convention. Le gouvernement supprime l'allocation d'insertion pour les jeunes et les femmes seules. La durée des droits d'indemnisation est considérablement réduite. 1997, les fonds sociaux ne sont plus dévolus à des aides d'urgence pour acquitter loyer, EDF, cantine scolaire, etc. Ces aides augmentent cette année-là précisément et sont destinées à la formation, au reclassement. C'était une manière de retourner au patronat une partie de leur cotisation. Le mouvement des chômeurs de l'hiver 97-98 exige le reversement du reliquat du fonds social des ACDIC envers ses allocataires, soit 13 milliards d'excédents. Il a surtout mis en lumière que derrière les chiffres, il y avait des vies. En 2002, l'UNEDIC prévoit une nouvelle fois la réduction des droits à l'indemnisation chômage. Le nombre de chômeurs indemnisés chute cruellement. D'abord les jeunes, puisque les durées de travail pour être indemnisés sont allongés. Pour les plus de 50 ans, la durée des droits est revue à la baisse. Les précaires sont encore plus pénalisés. L'ouverture des droits est exceptionnelle. Dans le même temps, la cotisation retraite augmente pour les chômeurs. Un système d'application rétroactive du règlement fait que plus de 800 000 chômeurs perdent entre 7 et 24 mois d'indemnisation du jour au lendemain. Suite à ça, les recalculés sont nés. La lutte commence. Dès janvier, les organisations de chômeurs interpellent les pouvoirs publics et appellent à des mobilisations contre ces mesures. Ça a coupé encore. La connexion. Ouais. Donc, contre ces mesures, des milliers de tracts sont distribués devant les ANPE et les ACDIC. Par les militants, les 4 premières assignations sont déposées par l'APES au tribunal d'instance de Bordeaux. Décembre 2003, première manifestation contre le chômage et la précarité. On en est à la 18e. 2004, victoire des recalculés. La nouvelle loi d'indemnisation fut retirée. 1 059 623 000 chômeurs rétablis dans leurs droits.
Le 19 décembre 2008, fusion de la NPE et des ACDIC. Elles ne font plus qu'un et forment un service public de l'emploi unique. Ce nouvel organisme se nomme Pôle emploi. J'ai sauté volontairement les dernières dates pour ne pas être trop longue. De toute façon, toutes les mesures ont toujours été prises pour le grand patronat et ou pour que l'État puisse faire des économies. De toute façon, elles sont toujours désastreuses pour le chômeur. Venons-en à la dernière convention et à la situation du chômage aujourd'hui. Concernant la deuxième partie de la convention d'assurance chômage, reportée une seconde fois, devrait rentrer en vigueur le 1er avril 2021. Si elle a déjà été reportée 2 fois, bien sûr, il y a le Covid, mais pas que. Les premières mesures effectives au 1er novembre 2019 ont changé les modalités d'accès aux indemnités chômage et leur calcul a déjà exclu de l'indemnisation près de 300 000 personnes. Les salariés démissionnaires et les travailleurs indépendants bénéficient sous condition de nouveaux droits à l'indemnisation chômage. Enfin, ça, ce n'est que dans le texte, car après une démission, c'est quasiment impossible de se faire indemniser. Le second volet modifiant le calcul de l'allocation et la réduisant drastiquement, à savoir, aujourd'hui, moins d'un chômeur sur 2 est indemnisé et plus de 6,5 millions de chômeurs et précaires sont inscrits à Pôle emploi, dont environ 7 000 pour Ivry, soit 25% de la population active. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va encore aggraver la situation et faire peser davantage le poids de la misère et de la culpabilité sur les plus fragiles. 500 000 chômeurs ne pourront plus toucher d'allocations, 250 000 précaires ne pourront plus recharger leurs droits. Le rechargement des droits avec 150 heures de travail était la seule mesure positive ces 20 dernières années. Mais avec la nouvelle convention, elle s'aligne sur la durée de travail nécessaire pour recharger ses droits sur la nouvelle durée d'affiliation, soit 6 mois, ce qui revient en pratique à annuler le principe du rechargement. 400 000 chômeurs vont perdre environ 30% de leur allocation. Les allocations mensuelles vont être recalculées à la base en prenant en compte l'intensité du travail sur l'ensemble de l'année et les allocations vont être plafonnées en cas de cumul. Ces règles vont évidemment toucher les salariés les plus précaires qui enchaînent les contrats courts et partiels, donc une grande majorité de jeunes et de femmes. Et donc 300 000 précaires vont voir leur durée d'indemnisation réduite. Malheureusement, ces chiffres sont autant de vies qui bougent sans cesse et pas dans le bon sens. J'ai vu que ça avait coupé, donc je reprends là où ça a coupé. Malheureusement, ces chiffres qui sont autant de vies bougent sans cesse et pas dans le bon sens, loin s'en faut. Depuis mars, plus de 450 plans sociaux ont été enregistrés, annonçant plus de 65 000 ruptures de contrat à Air France, Airbus, Renault, etc., auxquels s'ajoutent des centaines de milliers de licenciements pour motifs économiques, sans compter les dizaines de milliers d'intérimaires, d'intermittents, vacataires de l'hôtellerie-restauration, de la culture, de l'événementiel, ayant perdu leur emploi et non indemnisés par Pôle emploi. À savoir, en septembre 2019, Pôle emploi indemnisait déjà que 37% des 6,7 millions de demandeurs d'emploi inscrits, soit 2,6 millions. On voit bien que depuis des décennies, comment est traité le chômage et pire encore, comment sont traités les chômeurs. Tous ces chiffres doivent vous faire tourner la tête tant ils sont importants. Pire, à force de les entendre, de les lire, ils ne veulent plus dire grand-chose. Désincarnés, déshumanisés, éloignés, pas concernés, etc., etc. Il y en a marre des déclarations, des discours, des promesses et même des larmes de crocodile. Il faut des actes concrets qui affluent sur la vie, sur la justice, sur l'égalité, sur la cohésion de l'ensemble de la société, mais aussi sur les possibles. Il y en a assez de subir. Il n'existe pas plus de fatalité que de courage politique. Il faut remettre les choses à l'endroit, rompre avec cette logique qui fait que la Terre tourne comme une toupie folle et éjecte de plus en plus de femmes, d'enfants, d'hommes sur ses flancs. Faut-il les gestes de Jamel, Marie, Pedro et tant d'autres pour remettre la femme, l'homme au centre, pour dire que les chômeurs ne sont ni des chiffres, ni des pourcentages, ni des statistiques, ni des courbes. Pour finir, la crise du Covid a conduit à une forte hausse du chômage.
Je reprends mon temps. Oui, maintenant, oui. Oui, quand tu étais… Pour finir, le Covid qui… Pour finir, la crise du Covid a conduit à une forte hausse du chômage. Entre le premier trimestre et le deuxième trimestre, on comptait 1,2 million de chômeurs supplémentaires en catégorie A. Trouver un taf, c'est quasiment mission impossible. Et pourtant, Pôle emploi, malgré le confinement, continue à radier allègrement. Aujourd'hui, si on met bout à bout les chômeurs inscrits, toutes catégories, les non inscrits et ceux qui travaillent quelques heures par-ci, quelques heures par-là, on peut dire qu'il y a environ 11 millions de chômeurs et rien n'est fait pour éradiquer le chômage. Par contre, tout est mis en œuvre pour éradiquer les chômeurs et les chômeuses. Voilà, merci bien de m'avoir écouté. Donc, j'ai essayé de vous donner un maximum d'informations pour qu'on puisse en débattre. Voilà, merci bien. Ben, c'est nous qui te remercions, Corinne, déjà pour cet historique rapidement dressé, mais qui posait son point de départ qui mérite qu'on en rediscute après, notamment l'idée que la question du chômage soit partie prenante d'une branche de la sécurité sociale. Je trouve que c'est une idée peut-être qui aujourd'hui vaudrait le coup de repenser, mais on en discutera peut-être tout à l'heure. Philippe, toi, sur cette approche de l'assurance chômage et sa réforme. Alors d'abord, je voudrais remercier Corinne pour cette mise en perspective parce que c'est pas simple, hein, et c'est assez complet ce qu'elle nous a fait. Alors, après Corinne, et avant de venir sur l'assurance chômage elle-même, je voudrais insister sur ce que ça révèle d'être en situation de chômage. Parce que souvent, c'est, comme le disait Corinne, les choses sont un peu désincarnées. C'est-à-dire que c'est en termes de statistiques que les choses se posent et nous, on refuse catégoriquement cela parce que c'est en termes humains, c'est en termes de vie que ça doit se poser et en termes d'avenir. Donc, la traduction dans le quotidien, ce que ça signifie, ce que ça révèle dans les comportements avec ces lots de conséquences, parce qu'il y a des conséquences gigantesques, c'est, voilà, il y a deux façons d'aborder les choses. Il y a, dans les premiers temps, certains, quand le chômage te tombe dessus, bien, fort de son expérience, de son savoir-faire, ses connaissances, de son carnet d'adresses, eh bien, on pense qu'on va faire un passage éclair au chômage et qu'on va vite rebondir sur un autre emploi. Et puis, il y en a d'autres, on le voit par exemple, il y en a des centaines malheureusement, mais on voit avec Bridgestone, par exemple, en ce moment dans le Nord, il y a des gens qui sont dans des régions qui sont complètement sinistrées depuis des décennies. Et donc, quand les choses ferment, c'est leur vie qui s'arrête. On a tous entendu dans les reportages des familles qui travaillent chez Bridgestone, c'est-à-dire, enfin, je dis parce que c'est d'actualité, mais le couple travaille là et ils se retrouvent tous les deux, ils vont se retrouver tous les deux au chômage. Et donc tout ça, ça fait nourrir, ça nourrit le désespoir. Et puis après, il faut se confronter à la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de réponse au CV, au message, au courrier, au téléphone. Et souvent, quand on réussit à obtenir un rendez-vous, eh bien, il faut faire face soit à l'arrogance, soit au mépris de ton interlocuteur. Il faut dire aussi qu'il y a très peu d'emplois disponibles, réels, acceptables, parce qu'on n'arrête pas de nous traîner avec les offres de Pôle emploi. Quand on enlève les offres qui sont en double, les offres qui ne sont pas acceptables pour vivre décemment, finalement, il y en a très peu comparé aux chiffres que donnait Corinne sur le nombre réel de chômeurs. Et puis après, très vite, ça vient, les revenus baissent. On commence par griller ce qu'on a de côté quand c'est le cas pour certains, parce que les charges restent les mêmes, on continue à vivre au même rythme qu'auparavant et c'est humain. Et puis, parfois, il y a des familles qui explosent, tant le rôle et la place de chacun et de chacune est remis en cause, les schémas culturels sont bouleversés, les fonctions sont brouillées, et puis il arrive malheureusement un peu trop souvent les dépressions, avec le recours aux calmants, aux neuroleptiques, aux antidépresseurs. Il faut des cachets pour se réveiller, pour tenir, pour se sentir exister, d'autres pour dormir, pour oublier, pour sombrer. Les addictions, elles sont fortes et multiples dans l'ensemble de la population aujourd'hui d'ailleurs, mais encore plus chez les chômeurs et les précaires, qu'elles soient légales ou pas, plus que d'autres. Les chômeurs sont inégaux face à la mort, par exemple. Le taux de mortalité y est bien plus élevé dans des conditions, dans des proportions gigantesques que chez les grands patrons, les grands cadres, les rentiers ou les financiers.
le nombre de suicides a explosé ces dernières années chez les chômeurs. Il existe des chiffres qui ne sont pas officiels. Ils n'ont pourtant rien de fantaisiste. Ce sont des estimations établies par le meilleur spécialiste en France du suicide, le psychiatre et professeur de médecine légale Michel Debout, qui est un ex-membre du Conseil économique et social et qui travaille sur ce sujet depuis 40 ans pour la prévention du suicide. Enfin, selon Christian de Montlibert, qui est un sociologue, l'adoption de comportements à risque pour la santé, consécutifs à l'isolement, à la perte de l'estime de soi, à la stigmatisation dont on fait souvent l'objet, augmente l'apparition d'un désarroi psychologique intense. Il est inadmissible que l'homme ne soit vu que sous l'angle de la productivité. Ainsi, les chômeurs sont plus nombreux qu'une population du même âge et de même qualification à éprouver des insomnies, 19 contre 5, à se sentir sous tension, 23 contre 11, à être déprimé, 34 contre 9, à perdre confiance en eux, 20 contre 4. La probabilité des grands enfants de 18 à 29 ans de connaître la précarité varie en fonction de la situation professionnelle des parents. Ainsi, l'indice de vulnérabilité passe de 0,58 lorsque les deux parents ont un emploi, à 0,96 lorsqu'un seul est au chômage, et à 11, vous m'entendez bien, et à 11 lorsque les deux parents sont sans emploi. Et évidemment, ça en rajoute aux difficultés scolaires des petits-enfants qui s'accroissent. Alors, comme le disait Corinne, mais c'est un peu notre quotidien, c'est il faut s'attaquer aux causes. Et donc, il faut bien mettre en place des structures, des réflexions, mais il convient de le faire automatiquement, de notre point de vue, en partant des effets du vécu et du quotidien. Sinon, ça revient un peu à dire demain, on rase gratis, vous voyez, si on ne prend pas la vie des gens en compte. Par exemple, nous, on a une revendication qu'on porte depuis quelques années, qui n'a pas d'écho, mais qui pour nous est à la fois significative sur le fond et sur la forme. C'est-à-dire, on demande que les chômeurs aient le droit à une visite médicale annuelle auprès de la médecine du travail. Pourquoi ? Parce que d'abord, quand on est, je le disais tout à l'heure avec les chiffres sur la maladie, le suicide, les addictions et tout, quand on est chômeur, eh bien, la santé aujourd'hui, elle est plus la santé, l'accès à la santé n'est plus l'accès à la santé d'hier, donc ça coûte souvent de l'argent. Et puis que ça soit fait auprès de la médecine du travail, ça fait ce que dit la CGT depuis longtemps, par exemple, qu'un chômeur, c'est un salarié privé d'emploi et qui devrait l'être momentanément. Et donc, c'est quand même un lien avec le monde du travail. Nous, on pense que la réponse aux multiples urgences, en soi, ce n'est pas un projet politique, mais que les non-réponses qui se succèdent maintenant sans discontinuer, ça en devient un projet politique. On pense que ces questions de la solution aux urgences, ça ne peut pas être une priorité, mais ça doit être un préalable. Car sinon, comment on s'étonne après du repli individuel, de la perte de sens, d'espoir, de possible, d'avenir, et par conséquent de cohésion de l'ensemble de la société. Ce qui fait société, c'est les choses qu'on a en commun. Ça porte aussi les questions qui sont liées à la démocratie. Combien de ces femmes et de ces hommes qui sont abandonnés ou qui se sentent abandonnés votent? Combien participent à la vie citoyenne et sociale? Donc, il convient de dire sans cesse que les chômeurs, ils ne sont pas en trop, mais ils sont en plus dans un système donné qui est en l'occurrence le capitalisme, qui ne reconnaît pas les individus pour ce qu'ils sont, qui ne sont pas que des producteurs. Enfin, je vais dire quelques mots sur le financement de l'assurance chômage, avec l'objectif que 100% des chômeurs soient correctement indemnisés, même si la première de nos revendications reste un emploi. Là aussi, c'est une question fondamentale, c'est-à-dire que il y a quelques années, on s'est battu avec des associations de chômeurs qui sont nos amis par ailleurs, le MNCP et AC, qui, à force de difficultés, disaient il faut qu'on se batte sur le revenu maintenant. Et nous, on a toujours dit le revenu, c'est par défaut. C'est pour correspondre à un manque, c'est pour combler un manque. La première des revendications, ça doit rester un emploi. Parce que ça nous semble central. On n'est pas pour que les gens aient les miettes d'un gâteau auquel ils ne mettent pas la main à la pâte. Il faut que chacun ait un rôle à jouer, une place. Alors, ça passe par des réductions du temps de travail, ça passe par des
la satisfaction des besoins. On voit bien aujourd'hui qu'ils ne sont pas satisfaits, donc il faut mettre tout ça en place. Il faut que ce soit des emplois qui permettent de vivre décemment, pas quelques heures par-ci ou par-là avec des salaires bien trop souvent sous le SMIC. Et en fait, je pense que nous, les gens engagés, quel que soit là où ils interviennent, on ne devrait jamais revendiquer pour d'autres ce qui ne serait pas acceptable pour soi-même. Je dis ça parce que j'entends trop souvent, y compris avec des camarades, mais des emplois, il y en a, où, on a passé une annonce et puis les gens, ils n'ont pas répondu ou pas suffisamment. Et quand tu regardes la nature des emplois, eh bien, c'est 2 heures par jour, c'est 10 heures par semaine. C'est des emplois qui ne permettent pas de vivre. Donc, pour moi, ce n'est pas des emplois. Enfin, donc, sur l'assurance chômage, nous, on pense aussi qu'il doit y avoir un autre financement qui ne serait peut-être pas basé sur la seule masse salariale, la seule masse salariale, pour laquelle, d'ailleurs, on demande l'augmentation des cotisations patronales, mais aussi, aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'il y a de l'argent qui se fait en dehors de la production habituelle du travail. Donc, il y a des entreprises qui ont moins besoin de salariés, donc taxation des profits, des bénéfices, des transactions financières, des dividendes et des plus-values. Peut-être aussi, mais là-dessus, on n'est pas complètement arrêté, on en discute encore, mais proposer aussi la mise en place d'une cotisation différentielle dissuasive, bien évidemment, en fonction du recours ou non à la précarité et au licenciement, comme variable d'ajustement des profits. Enfin, pour terminer, je voudrais dire quelques mots concernant la 18e édition de notre manifestation contre le chômage et la précarité, initialement prévue comme chaque année le premier samedi de décembre. Suite à la crise sanitaire et sociale, avec son lot d'obligations et d'attaques contre les libertés individuelles et collectives, nous ne sommes pas, avec au moins une des autres associations de chômeurs, le MNCP, en mesure de garantir que cette initiative puisse se tenir dans des conditions acceptables. Manifestation elle-même, mais aussi déplacement accueil de nos camarades de province, ainsi que participation sans risque pour les personnes les plus précaires et les plus fragiles, qui sont l'ossature de nos organisations. Le gouvernement ayant repoussé l'application de la 2e phase de la nouvelle convention d'assurance chômage au 1er avril, nous sommes en train de réfléchir à une manifestation qui resterait nationale et bel et bien contre le chômage et la précarité, courant du mois de mars, pour continuer à en demander l'annulation définitive. Le 5 décembre, par contre, des rassemblements restent prévus en région, y compris en région Île-de-France, et je pense que Pierre de la CGT, qui est un peu plus avancé là-dessus, nous en dira plus. Voilà. Écoute, merci Philippe, belle transition en direction de Pierre, puisque maintenant c'est à toi de prendre la parole en tant que militant CGT, et je te remercie d'être présent. On voit bien qu'il y a dans cette, vu les conséquences très bien explicitées sur les chômeurs par Philippe, on voit bien qu'en fait, finalement, cette réforme qui, a priori, quand on entend les gouvernants la justifient en disant mais les chômeurs, il faut qu'on les incite à reprendre de l'emploi. Mais est-ce que finalement, comme vient un petit peu de l'évoquer Philippe, est-ce que finalement cette réforme ne va pas contraindre justement et obliger à prendre n'importe quoi, y compris éventuellement les petits boulots, parce qu'autrement ils vont perdre toute possibilité d'être indemnisés. Qu'est-ce que tu en dis toi Philippe de cette question, et je t'en poserai après une ou deux autres pour compléter peut-être les propos de Corinne et de Philippe. Oui, de toute façon, bien évidemment. Enfin, de toute manière, c'est l'ambition de la réforme. Hein. L'ambition de la réforme, c'est de réduire tellement les droits que c'est de forcer les travailleurs à accepter n'importe quel travail aux pires conditions et avec les salaires les plus faibles possibles. Et d'ailleurs, c'est bien le rôle que Marx, par exemple, a identifié au chômage, hein, l'armée industrielle de réserve, qui était là pour faire accepter justement les conditions de travail, des baisses de salaire aux travailleurs qui étaient privés d'emploi, et comme étant désigné cette armée industrielle de réserve-là, du coup, qui a un rôle, c'est de faire abaisser l'ensemble des droits des travailleurs. Et là, on le voit bien dans la période actuellement, donc
de nombreuses entreprises, il y a ce qu'on appelle des accords de performance collective. Les accords de performance collective, c'est quoi? C'est la baisse des salaires et l'augmentation du temps de travail. Et ces accords de performance collective-là, un des meilleurs moyens de pression que le patronat a, c'est, mais enfin, regardez le niveau du chômage. Donc, il va bien falloir que vous fassiez des efforts. Parce que sinon, l'entreprise, elle va fermer. Et si vous ne voulez pas les faire, on trouvera à côté 100 000, 200 000 travailleurs qui voudront bien prendre votre place parce qu'en réalité, vous êtes des privilégiés. Vous êtes des privilégiés d'être au travail. Donc, voilà, là, on voit bien effectivement que cette réforme-là, elle est faite encore pour mettre toujours plus de pression sur les privés d'emploi et à travers les privés d'emploi, toujours plus de pression sur l'ensemble des travailleurs. Et c'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, la CGT a cette particularité-là en France, mais même d'ailleurs en Europe, est une des seules quasiment organisations à organiser les chômeurs dans le monde, qui est de dire qu'un travailleur, un privé d'emploi, au-delà même d'être un bailleur, c'est un travailleur qu'il faut organiser parce qu'il est de la classe ouvrière et que si on ne l'organise pas, alors le patronat, il pourra toujours pousser plus loin la concurrence entre ceux qui ont un travail et ceux qui en sont privés. Peut-être juste pour revenir quand même sur cette idéologie-là avec laquelle le gouvernement il arrive comme ça à imposer des cases de droit, c'est cette idée que l'assurance chômage elle serait trop généreuse et que pour inciter les travailleurs au retour à l'emploi, il faudrait supprimer leur indemnisation chômage qu'on appelle communément l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Et je vais m'arrêter là-dessus parce qu'il y a quand même un raisonnement par l'absurde que le gouvernement il veut nous imposer. Le gouvernement il veut nous imposer comme réforme que pour inciter les privés d'emploi au retour à l'emploi, il faudrait leur supprimer leur allocation d'aide au retour à l'emploi. Soit la supprimer, soit en réduire totalement son montant. La diviser, c'est ce qui va arriver. Je ne sais pas si on viendra plus en détail sur les conséquences de cette réforme concrète pour les privés d'emploi, mais en la divisant par 2, 3, voire 4 pour les travailleurs qui ont un rythme de travail le plus faible, c'est-à-dire qui sont en discontinuité, soit en temps très partiel, soit je travaille 2 jours et puis après j'arrête de travailler, je retravaille 4 jours, ainsi de suite, ainsi de suite. Et réduire ce raisonnement-là, quand on s'arrête 2 secondes et on y réfléchit, ça voudrait dire par exemple qu'un travailleur qui est indemnisé à 1 500 € aurait moins de chances de retrouver un emploi qu'un travailleur qui serait indemnisé 500 €. Or, je prends une feuille et je note le montant du loyer, je note les factures d'électricité, je note le budget alimentaire, je note le budget des vêtements et ainsi de suite et ainsi de suite. On se rend vite compte que 500 €, ça ne sert même pas à payer le logement et les factures d'électricité. De là à dire que je vais pouvoir avoir payé mes factures Internet pour pouvoir me connecter à l'espace personnel de Pôle emploi et faire ma recherche, on voit bien qu'on est au-delà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, et c'est ce que les organisations de chômeurs ont toujours défendu, et c'est pour ça qu'on parle d'un revenu, parce qu'en deçà d'un certain revenu, il n'est pas décent de demander à un travailleur privé d'emploi de rechercher un emploi. Voilà, enfin, il faut le dire, là on le dit tranquillement, mais au RSA, on ne peut pas rechercher un emploi. Voilà, à 564 € par mois, ce n'est pas possible, mais matériellement possible. On ne peut pas rechercher un emploi. Et même pire, on ne peut pas retrouver un travail. C'est-à-dire qu'on a des camarades qui sont au RSA et qui ne peuvent pas prendre un travail parce que, par exemple, leur voiture est cassée, parce que le boulot est trop loin, mettons à 12-15 km quand on est en périurbain ou qu'on est en zone rurale, eh ben, même 15-20 km, ça veut dire qu'il faut mettre de l'essence dans sa voiture et l'essence, eh ben, elle coûte trop cher, donc ce budget-là, on ne peut pas la faire. Donc en réalité, cette réforme du gouvernement, c'est quoi? C'est imposer effectivement la précarité aux travailleurs, mais en réalité, c'est enfermer les travailleurs privés d'emploi dans des cages de misère. Donc le travailleur lui-même, enfin, le gouvernement lui-même, c'est lui qui prépare cette société d'exclusion de l'emploi durable avec sa réforme, alors qu'il l'affiche comme étant une réforme qui va inciter les travailleurs à retrouver un emploi. Et ça, effectivement, dans les médias, quand on nous vend une réforme dont le but c'est ça,
instinctivement, on se dit, bah, oui, pourquoi pas. Et le problème, c'est qu'effectivement, c'est vu qu'il n'y a pas de contre-projet, puisqu'il n'y a pas d'analyse réelle de ces réformes-là, eh ben, malheureusement, on voit qu'il y a une compassion envers les chômeurs, envers les travailleurs privés d'emploi, qui baisse avec le temps. Voilà, et ça, effectivement, c'est les baromètres de l'UNEDIC qui nous dit qu'effectivement, de plus en plus, les travailleurs en emploi disent toujours qu'effectivement, le chômage, ce n'est pas la faute des chômeurs. Par contre, que oui, les chômeurs ne font peut-être pas assez d'efforts pour retrouver un emploi. Et effectivement, c'est cette idée-là qu'il faut que nous, on combatte. Et je vais juste mettre mon écran partagé 2 petites minutes. Ah non, il a désactivé. Bon, c'est pas grave. Parce qu'il y a une courbe. Depuis 2008, on a une courbe du chômage, et notamment des chômeurs inscrits en catégorie A, qui ne fait que grandir. Et le gouvernement, il nous enferme dans une logique court-termiste. Les médias aussi. C'est-à-dire que dans les médias, on va commenter les chiffres du chômage du dernier trimestre ou du mois. Et du coup, on perd la tendance. La tendance depuis 2008, c'est quoi? C'est la destruction du capital. Hein, et ça, c'est pareil. Les marxistes, ça, ils l'ont analysé. Effectivement, en période de crise économique, les capitalistes, ce qu'ils font, c'est qu'ils détruisent du capital. Et depuis 2008, et on a, nous, en tête, Continental, les Goodyear à Amiens, Florange, ArcelorMittal à Florange. Depuis 2008, on a l'État, par la RGPP, par exemple, depuis 2007, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, avec la casse des hôpitaux, la casse des écoles primaires dans les zones rurales. Depuis 2008, on ne fait que casser l'outil industriel, que casser les services publics. Et parce qu'on est en crise. Ce système, il est en crise. Il est en crise. Et la conséquence de ça, c'est quoi? Eh ben, c'est toujours plus de travailleurs qui sont privés d'emploi et qui sont privés durablement d'emploi. Parce que ça, c'est quand même la grande transformation qu'il y a depuis ces 10 dernières années. C'est-à-dire que l'ancienneté d'inscription à Pôle emploi est toujours de plus en plus élevée. Et ça pose un débat parce qu'on ne peut pas penser de résoudre le problème du chômage sans de l'emploi et sans des droits sociaux. Et je prendrai juste un exemple. La part des personnes âgées, enfin des personnes âgées, je dis ça parce que j'ai 30 ans, excusez-moi. Oui, la part des chômeurs de plus de 55 ans à Pôle emploi a doublé depuis 2010. Hein, et ce n'est pas une date au hasard que je prends. Depuis 2010, le nombre de chômeurs de plus de 55 ans qui sont au RSA a augmenté de 175%. En 2010, qu'est-ce qui s'est passé? La réforme des retraites. C'est-à-dire que, et nous, la CGT, aujourd'hui, c'est ça qu'on dit, c'est que les réformes, il faut les prendre par rapport à la réalité. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, plus de la moitié des travailleurs qui ont plus de 55 ans sont au chômage ou en arrêt maladie. Eh bien, si c'est ça la réalité, alors il faut le dire aujourd'hui, le travail, il tue, le travail, il blesse, et la conséquence sociologique, c'est la privation d'emploi. Eh bien, mettons la retraite à 55 ans. Mettons la retraite à 55 ans. Mettons la retraite à 55 ans, réduisons le travail, et je ne reviendrai pas sur tout ce qu'ont dit Philippe et Corinne, qui est très juste, mais voilà, en tout cas, pensons à des réformes qui sont systémiques et qui sont en phase avec la réalité. Parce qu'aujourd'hui, la réalité des demandeurs d'emploi, et quand je dis demandeurs d'emploi, je reprends un terme de Pôle emploi, c'est-à-dire ceux qui sont inscrits en toutes catégories confondues, indemnisés ou non, 70% des chômeurs qui sont inscrits à Pôle emploi perçoivent une allocation qui est en deçà du seuil de pauvreté. C'est ça la réalité aujourd'hui du chômage. La réalité du chômage, c'est qu'on ne va pas aux Bahamas les étés. La réalité d'être au chômage aujourd'hui en France, ça veut dire vivre en dessous de seuil de pauvreté, ça veut dire ne pas pouvoir nourrir ses gamins. Hein, là, selon les chiffres Philippe il a donné quelques chiffres de la santé. Moi, j'invite tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, par exemple, à aller regarder un rapport du CESE qui est sorti, qui a été réalisé par Jacqueline Farache et qui montre que les enfants des chômeurs, ils réussissent moins le bac, ils vont moins voir le médecin, donc ils ont des problèmes de santé, plus que n'importe quel les autres. C'est ça aujourd'hui. La réalité du chômage, c'est une situation sociologique qui est traumatisante. C'est un traumatisme. Et il faut le sortir, effectivement. Il faut qu'on arrive à donner des revendications qui permettent de sortir un maximum de gens du chômage.
Écoute, après ton allocution, je pense que je vais pas relancer moi-même peut-être le débat, sauf si effectivement se dire est-ce que, enfin, je sens bien que dans ton propos que c'est presque une réforme de l'emploi. Je l'ai présenté un petit peu de manière humoristique sur l'invitation de ce soir, mais c'est bien la question du chômage est bien liée à la question de l'emploi, et on est bien, tu l'as très bien dit, hein, on est bien en train d'utiliser les privés d'emploi pour influer sur les gens qui ont effectivement de l'emploi. Donc, est-ce que, bon, moi, je reprenais tout à l'heure une idée qui me plaît bien, moi, peut-être politiquement, c'est cette histoire de la branche de la sécurité sociale. Revenir, je ne sais pas si Corinne veut reprendre cette idée qu'elle a évoquée tout à l'heure ou s'il y a quelqu'un qui veut poser une question. Pour l'instant, je ne sais pas si je suis capable de maîtriser d'éventuels interlocuteurs. Prenez la parole si vous voulez, vous déconnectez votre micro et vous intervenez. Mais est-ce que cette proposition de faire la question de la sécurité sociale, pas simplement d'une question de santé, mais bien la sécurité sociale comme un tout sur les droits des gens à vivre décemment. Je crois que c'est ça que tu cachais, Corinne, derrière la proposition, enfin le point de départ de ton propos. Est-ce qu'on peut prolonger là-dessus? Corinne? Non, elle n'est plus là, je ne la vois plus. Corinne? Moi, je peux dire quelque chose là-dessus si Corinne, elle n'est pas là. Si, elle est là, mais elle ne répond pas. Allez, d'accord. Vas-y, elle ne répond pas, vas-y. Ah, vas-y, Philippe. Pardon, j'avais pas mis mon micro, mais vas-y, Philippe. Non, mais simplement dire, enfin, Corinne l'a bien abordé en disant que au départ, c'était prévu que la question du chômage soit la 6e branche de la Sécu. Et comme elle l'a dit, pourquoi ça ne s'est pas fait? Aussi parce que l'urgence, c'était la reconstruction, il fallait tout était à terre, et qu'il y avait de la croissance et qu'il y avait finalement peu de chômage effectif, même s'il y avait une surexploitation, évidemment. Donc, mais ce qui participe de la sécurité sociale, ce n'était pas que la santé, bien évidemment, hein, c'est l'ensemble. Je pense qu'on peut tirer la sécurité sociale du préambule de la Constitution de notre pays, c'est-à-dire que sur la protection des vieux travailleurs, sur le fait que quand la société n'est pas en capacité de fournir un emploi à chacun, eh bien, elle doit à ces travailleurs qui ne sont pas utilisés, enfin qui ne sont pas exploités, je dirais aussi d'ailleurs, des moyens de vivre décemment. Et en fait, c'est la Constitution même qui est en permanence foulée aux pieds quotidiennement. Donc, cette branche de la sécurité sociale, sur la question de l'emploi, enfin du chômage plutôt, oui, donc de l'emploi, enfin après, c'est parce que l'homme, il n'est pas coupé en rondelles. Et, enfin, nous, c'est ce qu'on a essayé de dire, et c'est ce que dit Pierre aussi sur ce que ça fait au quotidien, le traumatisme que ça représente. Quand on dit, par exemple, que quand les 2 parents sont au chômage, il y a 11 fois plus de chances que le jeune il se retrouve dans la précarité et au chômage, avec une branche de la sécurité sociale qui prendrait le chômage en compte, tout ça, ce serait balayé. Parce que l'homme, il serait pris dans sa globalité. On ne peut pas couper les gens en rondelles. Donc, oui, ça, c'est une revendication qui n'est pas portée parce qu'il n'y a pas les. Enfin, qui n'est pas portée, ce n'est pas une association comme la nôtre qui peut la porter, même si on la cite régulièrement, parce qu'on n'en a pas les forces, on n'en a pas. Mais ça devrait être une revendication qui devrait être en tête de chapitre des revendications des organisations, notamment politiques, parce que ça résoudrait beaucoup de choses. Mais après, la vraie question, c'est vrai pour la sécurité sociale, mais la vraie question, c'est notre capacité à combattre, enfin, c'est la lutte des classes, c'est-à-dire c'est l'avancée entre le capital et le travail. Et puis, aujourd'hui, malheureusement, même s'il y a des forces qui résistent, des forces politiques, syndicales, quelques-unes associatives, pour l'instant, on est plutôt sur le reculoir, mais la lutte, c'est ça, tu ne gagnes pas toujours, mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que le vrai problème, c'est le capital quand même, enfin, c'est le capitalisme. Parce qu'après, on peut
il faut résister, il faut se battre, il faut avancer, il ne faut pas laisser les gens mourir, il faut créer de la richesse pour qu'elle soit partagée. Mais c'est le système c'est le système lui-même qu'il faut remettre en cause. Si je peux dire un mot là-dessus, la CGT, dans son 52e congrès, elle a relié revendicativement l'assurance chômage à la sécurité sociale, comme 5e branche. Mais je crois qu'il y a à réfléchir aujourd'hui, parce que nos anciens, c'est ce qu'ils avaient fait. Il y a à réfléchir sur un modèle social qui correspond aux enjeux de notre époque. Là, on voit quand même qu'il y a une profonde mutation il y a une mutation de l'emploi et on entend même certaines sirènes, y compris à gauche, qui nous disent que ça serait la fin de l'emploi, qu'il faudrait un revenu universel. Bon, là-dessus, et la CGT et le PCF ont des revendications qui sont très proches. La sécurité sociale professionnelle pour la CGT, la sécurité de l'emploi et de la formation pour le Parti communiste. Et le point qui lie ces deux-là, c'est quoi? L'idée, c'est de dire on est face à un mode de production qui mute, y compris avec la technologie, et qui doit muter pour la transition écologique. Au cœur de cet enjeu-là, bien évidemment, il y a la question de la formation professionnelle. Voilà. Quand je disais tout à l'heure que les plus de 55 ans sont en catégorie A 2 fois plus et ils restent au chômage plus longtemps, par exemple, les plus de 3 ans, les chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis plus de 3 ans a été multiplié par 5 depuis 2008. Bon. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a des travailleurs qui sont exclus et qui sont exclus de plus en plus de chômeurs qui sont de plus en plus exclus, de plus en plus longtemps, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus exclus de la production. Et ça, c'est inentendable. Voilà, on ne peut pas se dire ça, parce que le travail, c'est une activité sociale, c'est une activité humaine, au-delà même de sa forme d'organisation, qui est là, prend le salariat dans le capitalisme. Même de manière absolue, on a besoin de travailler. On a besoin de travailler la nature, sinon on arrête d'évoluer. Donc, par rapport aux enjeux qui se posent, c'est évident qu'il y a besoin de réfléchir à une sécurité sociale qui réponde à ces enjeux-là et je dirais même, qui s'abat à la racine même du mot chômage et de la privation d'emploi, en disant on a des périodes d'emploi, on a des périodes de formation, et il faut qu'il y ait un lien entre les deux. Donc ça, c'est la sécurité sociale professionnelle pour la CGT, et c'est l'idée de sécurité de l'emploi et de la formation du Parti communiste français. Et je pense que là-dessus, on a besoin de préciser les choses, vraiment de mettre sur la table ce projet-là, comment on le fait, comment on le dessine, quelle cotisation, quel mode de financement. Je sais que ça progresse un peu de partout, voilà, mais on a besoin d'avancer ça parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a à réfléchir sur à combien d'heures de travail, à quel rythme de travail on doit bosser. Voilà, là, le gouvernement, par exemple, il nous dit 44 heures. 44 heures, ça paraît ahurissant. Si on va sur 44 heures, demain, ça sera des dizaines de millions de travailleurs qui seront privés d'emploi. Non, la baisse du temps de travail, elle est historique dans notre pays, enfin, et même dans le monde. Elle est historique. Depuis, si on prend le nombre d'heures travaillées de 1900 à aujourd'hui, le nombre d'heures, il a dû baisser, il a dû diviser par 10. Enfin, par 10, pas, mais elle a diminué grandement. Donc, ce qui est historique, c'est un mouvement historique. Et c'est un mouvement qui, aujourd'hui, il faut encore appuyer. Bien évidemment, il faut qu'on travaille moins, beaucoup moins qu'aujourd'hui, pour avoir plus de loisirs, plus de temps pour la culture et tout ça. Mais aussi, il y a à réfléchir sur demain, quel sera comment on produira, qu'est-ce qu'on produira, comment. Et ça, effectivement, c'est un débat de société. Et pour le penser sereinement, eh ben, il faut des droits sociaux. Voilà, donc la sécurité sociale professionnelle, la sécurité de l'emploi et de la formation. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent Oui, est-ce que je peux dire un petit mot là par rapport à cette question? Vas-y, Grégoire, on veut bien te voir par contre. Ah bon, non, mais non, je me cache. Je me cache, je resterai voilà, masqué. Voilà. Oui, je crois qu'effectivement, il est aujourd'hui important qu'on réussisse à amener deux grandes batailles. Celle qui consiste vraiment à démontrer que c'est le travail qui crée
la richesse. Et le fait qu'on prive quelqu'un d'un travail est véritablement un crime parce on le prive effectivement de créer la richesse. Je voulais juste en guise d'anecdote, j'ai dit ce soir à Chantal, il faudrait que j'écrive un petit mot sur le fait que la notion même de télétravail est une notion mortifère, car en soi, elle a l'air archi évident, mais elle laisse entendre que aujourd'hui, quand on est salarié, le travail se trouve en dehors de soi. C'est-à-dire que le travail, il serait lié à l'entreprise. Et là, je trouve qu'il y a effectivement aujourd'hui, je dirais, ça semble simple de dire, bah oui, les gens, ils télétravaillent, alors que dans le fait, le travail, c'est effectivement l'activité humaine. Et donc, on ne peut pas de fait télétravailler. On travaille effectivement peut-être à distance, dans lequel l'action que l'on fait effectivement va être, elle, à distance, mais le travail reste la propriété de celui qui travaille. Et là-dessus, je crois qu'effectivement, il faut qu'on arrive à bien remettre cette question du travail au cœur de toute notre bataille. Effectivement, elle n'est pas simple parce que la preuve est que les gens, au moment où ils est installé. Est-ce que je suis encore… On t'entend. Voilà. Au moment où les gens se retrouvent licenciés, ils disent eux-mêmes, ils perdent leur travail, alors qu'effectivement, leur force de travail reste là. Et c'est cette question-là qu'il faut effectivement qu'on réussisse à reprendre un peu en main. La deuxième chose que je souhaiterais dire, c'est que on constate qu'on est en train de petit à petit convaincre les gens que tout ce qui est des droits collectifs, c'est vraiment une notion qui est en has-been, et qu'aujourd'hui, il n'y aurait que des droits individuels, et que effectivement le droit au chômage, ce serait une genre du fait que le salarié, il se met de côté un peu de fric, il cotise pour son propre chômage, et puis il fera un peu, et puis s'il le fait bien, s'il le fait en temps utile, il aura le droit effectivement de puiser là-dessus. Et là aussi, je pense qu'il faut qu'on revienne, et je trouve que la réforme chômage là-dessus, elle calque parfaitement la réforme des retraites. Lorsqu'on parle de la retraite à points, c'est vraiment l'idée de dire aux gens, ben non, attendez, vous allez chacun individuellement acquérir des droits, et on veut absolument leur faire perdre le fait que, ben non, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les droits aient un caractère collectif, mais que effectivement ce caractère collectif fait qu'il doit être adapté à chacun. Et donc, à partir de là, je pense qu'il faut qu'on réussisse un peu à amener ces deux grandes questions. Merci Grégoire. Est-ce que parmi les gens qui nous écoutent, il y a d'autres demandes, propositions? N'hésitez pas à prendre le micro. Et peut-être qu'il n'y a que Grégoire, hein? Non, il n'y a pas que Grégoire. On est une dizaine sur Zoom, et on est, j'ai repéré sur Instagram à peu près 4 personnes
4-5 personnes. Je n'ai pas la dernière mouture du troisième outil, donc je ne peux pas te dire. Mais peut-être, si personne ne prend le micro, Philippe ou Corinne. Non, moi je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Grégoire, mais je pense que ça soit sur les questions de la retraite ou les questions du chômage, on est complètement dans la même idéologie et dans l'application de ce que… Et c'est pour ça que c'était important de la loi travail. C'est-à-dire, on peut faire la même chose sur la formation professionnelle. Tous les pans sont attaqués en même temps, enfin pas tout à fait en même temps, mais en tout cas dans la même démarche pour casser l'outil collectif, pour casser le sens du travail. Enfin voilà, c'est vrai que le travail, tu peux pas y renoncer parce que ne serait-ce que… C'est pour ça qu'il faut avoir, je pense, un débat assez complexe sur la différence entre travail et emploi, avec l'activité. Enfin, moi, je suis vraiment tout à fait d'accord avec ce que dit Pierre sur la branche de la Sécu. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où tu serais en formation, des périodes où tu serais au travail. Il y aurait plus de période de chômage. C'est ça l'objectif. C'est-à-dire que ça, d'abord, pour vivre mieux, parce que quand même… Enfin, nous, ce qu'on essaye de souligner, c'est ça, vous voyez bien, quand même, on est un peu insistant là-dessus, mais parce que, enfin, je dis ça parce que hier, je disais à ma compagne, je regardais un truc sur le secours populaire dans le Nord, où tu voyais des mecs et des filles militants qui partaient avec une camionnette, qui faisaient 100 km à la campagne pour donner des repas à 50 personnes. Et en fait, je disais, mais on voit ça pratiquement à toutes les infos au moment du repas. Donc, c'est su, c'est relayé. Et puis, pourtant, il y a de plus en plus besoin du secours populaire et des associations caritatives qui ont de moins en moins de moyens. Et je trouve qu'on touche quelque chose là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas désincarner le projet politique de la vie des gens. Donc, c'est pour ça que nous, on est vraiment insistants sur les questions du quotidien et qu'on dit, par exemple, il faut s'attaquer aux causes, mais en partant des effets, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Vous voyez, enfin, quand on voit aujourd'hui l'Assemblée nationale, globalement, elle est en réalité élue avec une quinzaine ou 17 ou 18% de la population. Donc, il faut qu'on fasse attention à ce que la société aussi se désagrège pas complètement. Et puis, donc, il y a la question de la vie, du quotidien, de l'avenir, du bonheur, parce qu'il faut, enfin, d'être heureux, merde, c'est quand même l'objectif. Et donc, c'est pour ça que nous aussi, on dit qu'il ne faut pas revendiquer pour d'autres des choses à minima qu'on n'accepterait pas pour soi-même. C'est-à-dire que, ouais, c'est la même chose que pour le boulot. Moi, j'entends trop souvent, ouais, mais est-ce que tu fais vraiment tous les efforts qu'il faut? Est-ce que tu ne mets pas la barre trop haut? Il y a toujours un espèce de truc dans la… Et ça, je pense que c'est aussi, alors on ne va pas avoir le débat ce soir, mais c'est aussi les organisations de la classe ouvrière qui ont, bon an, mal an, mais plutôt bien réussi à se battre contre l'exploitation, qui continuent à le faire, avec plus ou moins de bonheur, mais en tout cas, ils se battent et c'est l'essentiel. Mais une fois qu'on est en dehors du système de production et d'exploitation, eh bien, on est un peu perdu pour la société, quoi. Je veux dire, on voit bien le rôle que ça a. Et puis, donc, il y a l'aspect financier, mais ce que je voulais dire aussi, c'est ce que soulevait un petit peu Pierre, mais c'est son rôle individuel de participer à quelque chose de collectif, l'utilité sociale, exister, participer au bien commun. C'est pour ça que les choses, elles sont liées entre elles. Il faut plus de services publics, parce que le service public, c'est quoi? C'est la seule richesse de ceux qui n'ont rien, finalement. Quand on casse le service public, il y a plein de gens que ça concerne peu, parce qu'ils ont des revenus qui leur… Alors, même s'ils sont attachés idéologiquement et tout, bien sûr, ça, c'est autre chose. Mais globalement, ça passe, parce que les gens, ils se disent, bon, bah… moi, par exemple, je vais aux urgences faire un examen, je dois sortir 150 € là. Bon, bah, ça me fait chier. Je pense à la sécu de ma jeunesse, mais je les sors parce que je peux les sortir. Vous voyez? Mais il y a plein de gens qui ne peuvent pas les sortir. Et je crois que c'est ça.
s'il n'y a pas ça qui fait cohésion, eh bien, on a une société où on s'éloigne les uns des autres. Et c'est à ça qu'il faut veiller, parce qu'on peut avoir les meilleurs programmes qu'on veut. Je veux dire, que ça soit emploi-formation, que ça soit sécurité sociale professionnelle, que ça soit… Tout ça, c'est des programmes formidables. Mais il faut qu'ils soient en lien avec le vécu, avec le quotidien des gens, sinon, ils tombent à plat. On va rester entre nous, quoi. On va se convaincre. Mais j'avais vu dans l'invitation, il y avait un truc sur qu'on va à la porte de Pôle emploi distribuer un tract ou rencontrer des chômeurs, et puis qu'il y en a un qui nous dirait mais finalement, c'est l'emploi qu'il faudrait changer. Enfin, c'était pas formulé comme ça, c'était bien mieux formulé que ça, mais malheureusement, enfin moi, malheureusement, j'y vais assez. Ouais, moi j'y vais assez régulièrement devant Pôle emploi, et malheureusement, la préoccupation des gens. Alors après, quand tu arrives à discuter longtemps avec quelqu'un, bien sûr que ça peut venir, mais la préoccupation au départ des gens qui sont dans la survie, qui sont dans les convocations, les radiations, les trop perçus, eh bien, c'est pas le genre de truc qu'on me dit régulièrement, vous voyez. Enfin, donc je pense que vraiment il faut qu'on s'occupe de la vie des gens pour pouvoir faire avancer le schmilblick, quoi. Philippe, peut-être après Philippe, plutôt Pierre, peut-être, non, parce qu'il va être, sauf s'il y a des questions, je ne vois pas de micro s'allumer. Pierre, peut-être, pour compléter. Oui, moi, je dirais là-dessus, c'est vrai qu'il y a il y a une logique aujourd'hui de dire qu'il faut individualiser les droits, mais en fait, pour mieux les détruire derrière, que ça s'illustre d'ailleurs même très bien, puisque en individualisant, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on tape toujours sur les plus précaires. C'est-à-dire que pour la retraite ou pour l'indemnisation chômage, la grosse attaque commune, c'est la prise en compte des jours non travaillés pour calculer les futures pensions des retraités ou l'indemnisation chômage des travailleurs précaires. Et là, on voit que dans les deux cas, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, pour les pensions, c'est une baisse du montant de 50%. Et puis, pour l'indemnisation chômage, c'est une baisse en moyenne de 24%. Et encore, beaucoup plus pour ceux qui ont un rythme de travail les plus faibles. Donc, voilà, il y a cette chose-là. Et la deuxième chose vraiment sur laquelle je voudrais insister, c'est, je l'ai dit, on est depuis 2008 dans une phase de destruction du capital. Et là, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est jusqu'où ces destructions-là vont aller, et y compris, est-ce qu'il ne serait pas en train de se dire, on va détruire le capital, y compris le capital humain. Parce qu'après tout, pour un capitaliste, un travailleur, c'est une force productive au même titre qu'une machine. Voilà, enfin, eux, ils nous conçoivent comme ceci, et que comme ceci, comme un élément pour produire des richesses. Et c'est là où nous, on doit s'affirmer. Et la sécurité sociale, c'était ça son combat. La sécurité sociale, c'était le combat de la vie. C'était de dire que dans tous les cas, assurer un revenu décent pour tous les travailleurs qui seraient incapables de se le procurer par le travail. C'était ça le projet initial d'Ambroise Croizat. Et aujourd'hui, moi, je pense que c'est ça qu'on doit se demander. C'est jusqu'où eux, ils sont prêts à aller. Et ça, on le sait. Là, toutes les logiques, la logique commune à toutes les réformes, c'est Malthus. Cet économiste-là qui disait de toute façon, on est trop nombreux sur Terre, on peut faire des réformes un peu graves, s'il y a un peu des gens qui meurent. Et ce n'est pas la théorie du complot, ce que je dis là. C'est que déjà, Jacqueline Farache, donc c'est une syndicaliste qui était au CESE, il y a eu un rapport, et ils ont arrivé à dire qu'aujourd'hui, il y a 14 000 travailleurs qui meurent du chômage tous les ans. Beaucoup plus, par exemple, que des accidents routiers. Et cette sécurité sociale-là, elle était faite pour protéger les travailleurs de la voracité des capitalistes. Aujourd'hui, il faut qu'on se pose collectivement la question, est-ce que cette sécurité sociale-là, elle protège les travailleurs de la voracité capitaliste? Eh bien, on a des études qui nous démontrent que non. Voilà, Claire Vives, Mathieu Grégoire, ils nous démontrent, par exemple, que depuis 40 ans, l'assurance chômage a tellement subi des attaques qu'aujourd'hui, il y a une infime partie des travailleurs privés d'emploi qui sont indemnisés.
donc qui ne sont pas couverts par la protection sociale. On était avec des travailleurs, et ce n'est même pas seulement que le débat de l'assurance chômage, hein, mais on était par exemple en lien avec des travailleurs de la Bibliothèque publique d'information, Centre Pompidou à Paris. Ces travailleurs-là, ils sont tous en contrat, enfin il y a des vacataires qui sont tous en contrat très partiel, c'est-à-dire à 60 heures par mois. Leur contrat, il ne leur permet pas d'accéder à l'assurance chômage, parce qu'ils n'auront pas assez travaillé pour pouvoir ouvrir des droits, de cotiser pour leur retraite, parce qu'ils cotisent déjà, hein, sans la réforme par points. Hein. Ils ne peuvent pas valider des trimestres. Ils ne sont même pas couverts par l'assurance maladie. Parce que pour être couvert par l'assurance maladie, il faut avoir travaillé au minimum 150 heures. Ils ont un de leurs collègues, il a chopé la Covid-19. Il n'a pas été couvert par l'assurance maladie. En France, au XXIe siècle, il n'a pas été couvert par l'assurance maladie. Ce travailleur-là, précaire, il s'est retrouvé sans rien. On a des camarades qui fuient leur pays parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a la misère. La guerre et la misère que nos monopoles, les capitalistes français, ont importé dans leur pays. Ils sont en exil, ils affrontent la mort pour pouvoir venir en France. Ils travaillent. Quand ils travaillent, ils n'ont pas accès à des droits sociaux. En France, au XXIe siècle. Voilà, donc des travailleurs précaires, y compris avec des statuts qui se développent, comme les Deliveroo, par exemple, des auto-entrepreneurs cachés, ils travaillent, ils n'ont pas accès à la sécurité sociale. Voilà, donc aujourd'hui, je crois que c'est ce débat-là qu'il faut qu'on se pose, c'est dans quel est l'état de notre sécurité sociale, comment on fait pour la reconquérir, comment on fait pour la reconquérir avec cette idée révolutionnaire qui a guidé les fondateurs de la sécurité sociale. Je cotise selon mes moyens, je reçois selon mes besoins. Il est évident que cette idée-là, elle est inverse du système capitaliste. Elle lui est totalement étrangère. Et au fil du temps, eh ben, les capitalistes, et c'est ça que disait Grégoire, les capitalistes, ils sont en train de nous imposer, je cotise selon mes moyens, je reçois selon mes moyens, et pas selon mes besoins. C'est ça que les capitalistes, ils sont en train de nous imposer. Cette idée révolutionnaire-là, elle est toujours d'actualité, il faut la défendre, et c'est évident qu'en la défendant, c'est le tous ensemble qu'il faut construire. Mais en tout cas, là, je crois qu'on a un projet. On a un projet politique, et en fait, c'est le même. Voilà, c'est notre vie. C'est notre vie parce que, bon, on a des exemples. Moi, j'ai ma mère, elle a eu le cancer du sein. Ses soins, ça lui a coûté 60 000 euros. C'est évident, enfin, ça lui a coûté, ça ne peut pas coûter, justement. C'est évident que le jour où la sécurité sociale elle est détruite, eh ben, il y a des centaines de milliers de femmes qui auront le cancer du sein, qui ne pourront pas se soigner et qui en mourront. Voilà. Eux, c'est ça leur projet, parce qu'encore une fois, c'est la lutte incessante entre le travail et le capital. Les travailleurs et leur organisation, notamment le Parti communiste français, notamment la CGT, on a infligé des coups sévères au profit capitaliste. Et là, petit à petit, eh ben, les capitalistes, ils ne désarment jamais. Et puis, ils sont en train de nous réattaquer comme ça, bout par bout. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un besoin de créer un projet qui dit tout, qui soit cohérent. Et ce projet-là, franchement, on n'a pas besoin non plus de se creuser la tête pendant 20 000 ans pour le trouver, parce qu'on a des prédécesseurs qui l'ont fait pour nous. Ça s'appelle la sécurité sociale, ça s'appelle effectivement les nationalisations. Alors là, aujourd'hui, à dire jusqu'où est-ce qu'on va, confisquer, reprendre de la démocratie, y compris dans les entreprises, parce que ça, c'est pareil. Hein, Marcel Paul, Maurice Thorez, ces gens qui ont créé un statut pour des professions, au-delà d'un statut, c'était bien d'abord la capacité de réflexion sur leur travail. Absolument. Un cheminot, par exemple, si son train, il voit qu'il est défectueux, son statut lui permet de dire non, le train ne va pas partir parce qu'il y a un risque pour les usagers. C'est formidable. C'est formidable ces choses-là. Qu'un travailleur, avec son statut, puisse dire à un supérieur hiérarchique, non, c'est moi qui travaille, c'est moi qui connais les machines, ce train-là ne va pas partir. Bon, et aujourd'hui, ça c'est pareil. On voit bien que la démocratie sociale dans les entreprises, eh ben, elle s'est fait démonter. Donc voilà, donc, il y a tout ça. Et je pense qu'y compris ces questions-là, elles sont posées par les Gilets jaunes, par exemple, hein, sur le RIC, sur l'urgence sociale. On voit que c'est des choses qui progressent chez les travailleurs. Donc, il n'y a pas à être défaitiste. Moi, à l'inverse, je pense qu'il faut être très optimiste, parce qu'y compris nous, sans trop le dire quand même,
je rejoins un peu la critique de Philippe, mais sans trop le dire, les travailleurs, eh ben, ils viennent un peu vers les solutions qu'on a pu dire. Donc voilà, mais il y a à travailler ensemble, il y a à refaire ce commun-là, il y a à reconstruire nos organisations, à les développer. Et voilà, et je pense qu'il faut être plein d'optimisme pour le futur, parce qu'encore une fois, les projets, on les a, et si on s'y met tous ensemble, on va gagner. Ben merci. Corinne, peut-être de petits mots? Parce que comme tu as commencé, peut-être qu'on ne t'a pas rien entendu depuis. Allô, est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Oui. Ah, d'accord, oui. Je viens de réactiver mon micro. Ouais, donc bien entendu, je suis d'accord avec tout ce qui se dit. Alors après, moi, le truc quand même qui m'importe et qui m'intéresse au-delà de tout, c'est quand même la vie des gens. Et on voit bien en ce moment, la vie des gens, bah, elle est plus que mise de côté. Alors, bien sûr, il faut que ça passe par l'emploi, etc., quoi. Mais en attendant, comment on fait, quoi? Comment on fait qu'on peut pas donner à bouffer à ses mômes, hein? Comment on fait qu'on peut pas remplacer une paire de baskets? Comment on fait qu'on peut pas soigner? Parce qu'on parle de la sécurité sociale, etc. Mais à savoir, aujourd'hui, un chômeur, il a du mal à se nourrir et à se soigner. Moi, je vous en parle même pas, hein, parce que la plupart des chômeurs, alors pour ceux qui ont la chance, hein, je dis bien la chance, hein, de pouvoir avoir la CMU, parce qu'il y a tellement enfin, c'est tellement hyper compliqué pour l'avoir. Aujourd'hui, soigner qu'on est au chômage, c'est mission impossible, quoi, hein. D'ailleurs, on voit bien, hein, dès qu'on attrape un petit truc, enfin voilà, c'est la vraie galère, quoi. Y compris qu'on peut pas soigner, qu'on arrive aux urgences. C'est hyper compliqué parce que alors après je comprends, hein, quand il y a un petit bobo, c'est pas trop mieux, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi je voudrais insister quand même sur une chose, c'est que donc on parle beaucoup de la santé, etc., mais je crois qu'il faut qu'on arrive un peu à mettre les communs ensemble, et je crois qu'il faut qu'on arrive à trouver des idées, par exemple sur la mutuelle des chômeurs, hein. Aujourd'hui un chômeur il n'a pas de mutuelle, et ça je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui la reprennent, hein. Alors, il y a un peu l'idée qu'on est au chômage, on a la mutuelle pendant 1 an, etc. Et une fois que cette année, elle est finie, on fait comment? Ben, on peut plus se soigner. Et là, il n'y a plus personne, quoi. Voilà, il n'y a plus personne, il n'y a plus, enfin voilà, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus rien qui prend ça en charge, quoi. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc c'est un tout, quoi. Bon, sinon je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, hein, parce que je suis assez d'accord, mais voilà, mais concrètement, dans l'urgence, comment on fait, quoi? Parce que ça, c'est une vraie question. Alors, bien sûr, il faut que ça passe par l'emploi. Mais l'emploi, aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, on voit bien comment c'est. Il y a des licenciements partout, des centaines de milliers partout. Donc, en attendant, on voit bien, hein, les restos du cœur, tout ça, c'est en train de crever. Il y en a, enfin voilà, il y a des centaines de milliers de personnes là qui se retrouvent dans la merde, et y compris des travailleurs, hein. Des travailleurs qui sont de plus en plus pauvres, là une partie qui tombe au chômage partiel, etc., quoi. Donc alors c'est bien qu'on parle des grandes questions, mais il faut aussi parler du concret, de l'urgence, comment on fait tout de suite, quoi. Voilà. En tous les cas, le débat c'était très intéressant parce que c'est pas souvent qu'on aborde ces questions. Ben, moi, je pense qu'il faut, à mon avis, enfin, c'est un petit peu notre logique à la section d'Ivry. Il y a des choses qui ont été prolongées, hein, sur les pistes avec la branche de la sécurité sociale, mais il y a quelque chose que tu poses de manière très concrète, Corinne, en disant bah oui, mais là les gens aujourd'hui c'est l'urgence, hein, ils vont, moi j'ai une image il y a quelques années du maire d'Ivry, qui était Jacques Laloué à l'époque, que j'avais croisé à une réunion avec la CNL sur le logement, qui sortait d'une de ses permanences et qui me dit qu'il était très très troublé. Et je m'en suis rendu compte, je lui dis mais qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit écoute Chantal, la situation, alors c'est d'aller les années où le chômage a flambé, et il me dit ça fait des années et des années, puisque c'était un militant de longue date, que je n'ai pas vu quelqu'un qui venait me demander à ma permanence d'élu, de maire, une boîte de petits pois, c'est-à-dire de l'immédiateté. Et je pense que ce que tu évoques, Corinne, doit nous obliger, nous, le Parti communiste, peut-être de se prendre une soirée sur les questions de la solidarité au concret,
dans une ville comme la nôtre, qui a sûrement une politique sociale en tant que telle, qui a fait ses preuves, mais sur lequel il y a peut-être, nous, en tant que militants, des choses à travailler. Donc ça, c'est une idée. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que d'autres soirées se préparent, et notamment, Pierre en a parlé, à un moment donné, tous ces des emplois, des auto-entrepreneurs, des l'ubérisation, tous ces les gars à vélo, etc., là, qui risquent à tous les carrefours leur peau et qui finalement ne gagnent rien et qui sont effectivement pas comptabilisés chez les chômeurs, mais qui transportent de la bouffe et qui mangent pas, c'est ça un peu l'image, quoi. Il y a une soirée où précisément on débattra de cette ubérisation de notre société. Donc je crois que ce qu'on pose là, il faut qu'on continue à l'entretenir pour déboucher sur le quotidien. J'aime bien l'idée qu'il faut partir du concret, mais ça oblige les militants à être aussi dans le concret, dans le quotidien en permanence, tout en étant, de mon point de vue, dans une vision globale des changements de société, comme beaucoup de choses Pierre a avancé et qui me vont très bien. Moi, je revenais sur cette idée individualisation aujourd'hui. Tout est fait pour ça. Tout est fait pour ça, y compris pour moi l'enseignante, c'est ce que je vois avec le bac et les parcours scolaires dès la seconde aujourd'hui, puisque j'étais prof de lycée. C'est l'individualisation. Tout ce que l'on propose nous va à l'encontre de ça. Donc il est bien évident que pour se faire comprendre, on a devant nous énormément de travail, parce que la sécurité sociale, c'était vraiment des droits d'un point de vue collectif, c'était la notion de la solidarité, c'était toute ça, la mutualisation des choses en commun qui était derrière, et je crois qu'on a été capable de le faire à une période, on devrait quand même être capable de le faire, surtout si on sort d'une guerre, comme nous l'a annoncé notre cher président de la République, au point de départ de cette pandémie qu'on est en train de traverser. Donc voilà, je vous remercie tous les trois. Je sais qu'ils ont eu des difficultés, nos copains, je ne sais pas si Nicolas est là et il peut nous expliquer, mais ils ont eu un petit peu de difficulté à tout mettre en ligne, les bandes passantes, etc., etc. C'est encore pas top les liens entre eux, parce que de toute façon, c'est précisément des boîtes différentes qui essayent de se faire de l'intérêt personnel, et quand on essaye de les faire fusionner, c'est pas terrible comme idée. Voilà, donc merci à tous les trois, et puis eh bien peut-être qu'on aura l'occasion de prolonger ce débat sous une forme, sous une autre. On est prêt à tout, y compris au niveau technologique, à s'améliorer. Juste peut-être une invitation. Oui, donc le 5 décembre, Philippe l'a dit, il y a une manifestation à l'appel de la CGT, d'autres organisations syndicales et du CNTPEP et de l'AC. On se donne rendez-vous à 14h le 5 décembre à Mairie Dalila. Voilà, pour manifester contre les licenciements, le chômage et la précarité. Merci de l'info. Voilà. Et puis, écoutez, bonne fin de soirée à tous et à bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Bonsoir. Merci beaucoup.